Merci, Servlah, pour l'invitation. Mesdames, messieurs, je vais essayer d'être, je sais pas, un peu basique pour parler un peu de l'IRM. N'hésitez pas à m'arrêter si vous n'avez pas très bien compris quelque chose. Je vais présenter grossièrement ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on doit chercher, comment interpréter grossièrement. Et après, on va avoir des cas cliniques et je vous laisse la parole pour discuter de ces cas-là. Bon, la résonance magnétique comme phénomène, voilà, comme phénomène physique a été connu depuis les années 40 du siècle dernier, du XXe siècle. Elle est très utilisée en industrie, surtout en chimie et en biochimie. Dès les années 70, on a commencé à exploiter un petit peu physiquement la résonance magnétique pour ressortir des images. Et à partir des années 80, on a pu fabriquer des machines d'IRM. On va très brièvement pour comprendre, il faut qu'il y ait le même langage entre nous. Et les constituants d'une IRM, il y a surtout l'aimant, si vous voulez, le moteur de l'IRM. On a les aimants qui sont ouverts, comme ça. Il y a deux types. Il y a le type résistif, ça pèse entre 10 à 12 tonnes, mais la puissance, si vous voulez, le champ, on mesure ça par le Tesla, c'est le champ, il est très bas. Ça veut dire que la qualité de l'image n'est pas très très bien. Et surtout, c'est le temps. On met beaucoup de temps pour faire un examen. Pour chaque séquence, ça dure 10, 12, 15 minutes. Et vous savez, le patient ne doit pas bouger. S'il bouge une fois, c'est des volumes, c'est pas comme le scanner. Le scanner, on fait plusieurs coupes. Si le patient bouge, on va rater 2 ou 3 coupes. Là, on fait un volume de 5 ou 6 minutes. S'il bouge une fois, c'est tout le volume qu'on a raté. Donc, c'est la séquence, là, on l'a raté 5 ou 6 minutes. Si bête, كيفاش stabiliser هذا d'accord, on verra. Hein? Pas très gênant. D'accord. Alors, il y a le type permanent. Là aussi, c'est le même principe. Là aussi, c'est l'aimant qui est ouvert, mais le champ, il est bas. Ce qu'on utilise actuellement, pratiquement les deux autres, ils n'existent plus sur le marché, sur le marché marocain, du moins. Et maintenant, on utilise ce qu'on appelle les aimants supraconducteurs. Alors, les aimants supraconducteurs, c'est ce qu'on a pratiquement au Maroc, c'est les 1,5 Tesla, c'est assez puissant, c'est assez rapide, c'est dans tous les cabinets et les hôpitaux du Maroc. Il y a une seule 3 Tesla qui existe, c'est à Lino. Et je pense d'ici la fin d'année, début janvier, il y aura 2-3 Tesla à Rabat, pas au Maroc. Fin 2025, il y aura au moins 3 ou 4 à Rabat. Donc ça commence à bouger un petit peu. Elle est fonctionné, Lino depuis 7 ou 8 ans. Ah ouais, non, on n'a pas fait la différence avec la qualité des images. On la voit pas régulièrement. Alors 3 Tesla, elle est bien pour tout ce qui est ostéo-articulaire et neuro. C'est pas terrible pour ce qui est abdomen, autre chose, c'est la même chose. L'avantage, c'est très rapide, la qualité d'image est mieux. L'inconvénient, c'est que c'est très, très sensible au mouvement et on a beaucoup d'artefacts avec cette IRM de 3 Tesla. D'accord. Puisqu'on est en train de parler de la qualité des IRM, comment expliquer que 2 appareils IRM 1,5 Tesla, il y a une grande différence sur la qualité des images? On a des exemples, la clinique de l'Agdal, il y a une grande différence sur la qualité des images. Ça dépend. عندك une BM ou une Dacia. بجوجهم 100 chevaux, mais ça dépend de la marque, de l'entretien aussi et de l'ancienneté. Plus la machine est récente, plus l'informatique y suit aussi. C'est pas que la puissance de l'aimant, mais aussi
du soft. Je vais sauter les émetteurs parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle les antennes. Voilà. Alors, l'antenne, on la pose au contact ou autour de l'organe qu'on va analyser. Ce n'est pas comme le scanner. Le scanner, on a une table, on met le patient sur la table et on a le tube qui tourne autour. Donc, on peut exploiter tout ce qu'on veut d'un seul trait. Pour l'IRM, pour chaque organe, on va poser ce qu'on appelle une antenne. Une antenne, c'est là qui va émettre et recevoir les radiofréquences qui vont exciter les protons du patient. Autrement dit, quand on fait un scanner, que j'ai le prescripteur en général ou le médecin, il nous dit l'IRM, c'est pas possible. On étudie le rachis cervical, c'est le rachis cervical, on ne peut pas déborder. Bon, avec les nouvelles antennes, on a des antennes beaucoup plus longues pour explorer tout un organe. Enfin, c'est la table. Toute la table, كلها une antenne. D'accord. كاينين. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de ce grillage de sol. là, c'est la même chose, c'est le même principe. La table كلها تكون émettrice et réceptrice فيها les antennes ديالها. Et ça dépend عاوتاني على la puissance de la machine. On parle de 16 canaux, 24, 32, 64. شحال ما تزادوا les canaux, شحال ما كتكون l'antenne كبيرة pour recevoir et la qualité d'image عاوتاني كتكون meilleure. Donc par exemple pour étudier le poignet, on a des antennes qui sont dédiées. Dire le poignet, faire l'antenne, on va pas la faire pour le genou, on va faire que ça. Ça, le crâne et le rachis cervical. Ça, c'est une antenne pour l'IRM mammaire. La médulaire peut utiliser ou bien correntier. لا كاين هاد لونتين هادي كاين كورونتي ماشي اما لا طابل كتكون فيها اما سله داكور كتكون اون انتين طويله. Donc on exploite on étudie le rachis cervical, le dorsal, une partie du lombaire. Et si on veut étudier le bassin aussi, on met une autre antenne, d'accord, ce qu'on appelle torso, sur l'abdomen ou sur le bassin pour l'étudier. Si on veut demander un corps entier pour votre... Je ne sais pas. Franchement, Et combien ça sera facturé? normalement, c'est joué à 8 milliards. Environ de 8 milliards. Et qui peut le faire? Là, on a commencé à le faire, mais on a arrêté. C'est très prenant, comme, enfin, le temps et tout ça. Et on n'a pas beaucoup d'habitude, surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes. C'était demandé au début par les hématos et les oncologues, et après... On a quelques indications. Quand tu cherches une spondylarthropathie, Ouais. ça permet d'explorer un peu les anthèses, le rachis, le sacroiliac, tu vois. Oui. Bien un correntier ou le PET scan. Non, C'est pas pas la même chose. L'IRM corps entier, c'est... Un poignet inflammatoire. Oui. On cherche quelque chose d'osseux surtout. Le PET scan, l'avantage, c'est qu'on peut analyser aussi tout ce qui est partie moelle, même pour l'IRM. Sauf que quand on fait corps entier, le champ de vue, il est assez grand. Donc, on va explorer tout l'abdomen, par exemple, ou la région abdominopelvienne. Et c'est là où on a l'avantage des antennes, c'est qu'on veut quelque chose de ciblé. Donc, on peut faire corps entier. Et quand on trouve la lésion, une autre antenne pour cibler la lésion et mieux l'analyser. Et puis le système d'acquisition, c'est un système informatique. On va recueillir l'information, c'est transformation analogique numérique. Et ça permet de stocker les images et les données du patient et puis zoomer, dézoomer, faire les mesures et tout ça. Donc, c'est le système informatique qui a permis aussi le développement de l'imagerie en général. Ça devient plus rapide pour le traitement de l'image. Alors, quels sont les risques si on fait une IRM? Alors,
Normalement, il n'y a pas de risque biologico-génétique, mais chaque fois qu'on augmente un petit peu le champ de l'IRM, on dit qu'il y aurait des risques. Il n'y a pas d'études pour, il n'y a pas d'études non plus contre. Mais on essaye enfin, pour le moment, il n'y a rien qui est démontré. Mais on évite, par exemple, chez la femme enceinte de faire l'IRM. Certains auteurs évitent de réaliser pour un risque X qui serait peut-être pour le bébé. Quand il y a un matériel implanté, ça peut chauffer. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est la radiofréquence. Aussi, si le patient il rentre avec une clé ou une monnaie, tout ça, ça risque de chauffer. Non seulement ça saute, mais aussi ça risque de chauffer et brûler le patient. Du risque de quenching. Alors, on a vu l'IRM, il fonctionne avec l'hélium pour refroidir l'aimant. Et on met, je pense, entre 500 et 600 litres d'hélium. Alors, le quenching, c'est la fuite de l'hélium dans la salle. C'est un gaz qui est blanc, qui est très froid. Je pense que c'est moins 120 ou moins 130 degrés, donc ça brûle et ça risque de tuer le patient. Donc, même les salles d'IRM, il y a une cheminée pour la fuite. S'il y a un quenching, ça fait fuir l'hélium. Tout en sachant que s'il y a un quenching, ça coûte entre 600 et 700 000 dirhams pour remplacer l'hélium. Donc, c'est 1 million et on bloque la table et 20 millions de centimes pour redémarrer. Donc, c'est le pire. En général, il y a la cheminée pour le patient, il n'y a pas de risque. Donc, c'est obligatoire d'avoir une cheminée pour les salles d'IRM. Sauf qu'avec les nouvelles générations, maintenant, au lieu d'avoir 500 litres d'hélium, il y a des machines qui fonctionnent avec 7 litres, tout simplement. Et même moins d'1 litre actuellement, une nouvelle machine qui vient de sortir chez Siemens. Donc, il n'y a pas de risque de quenching et c'est un circuit fermé, ça tourne un petit peu. Donc, et puis, il y a le risque de brûlure locale quand les antennes sont détériorées. Ça risque de brûler au contact de la peau des patients. Les contre-indications absolues, c'est le pacemaker, bien sûr, les simulateurs, par exemple, les patients qui ont un Parkinson, les pompes à injection, les clips vasculaires, c'était avant. Maintenant, pratiquement tout est en titan. Les valves cardiaques, depuis 1978, les valves sont adaptées à l'IRM. Et puis les corps étrangers métalliques, c'est surtout on les trouve chez les militaires, ou les accidents de chasse. Il y a les éclats. Juste. Il n'y a aucun problème. Même les pacemakers, les cardiologues actuellement. Exactement. Il y a les nouvelles générations de pacemakers. Ça dépend des marques. On l'envoie chez leur cardiologue. Il le débranche pour quelques heures et après, donc il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et là, c'est les éclats, oui. Les éclats, il faut faire attention. Sauf que les éclats, on mais tout ce qui est médical, les dispositifs, il n'y a plus aucun risque actuellement. Depuis 1982, tous les matériaux sont compatibles. Il y a encore des médecins qui ont peur, par exemple les malades qui sont opérés pour une valve ou l'instinct et tout ça. C'est un risque théorique parce que la valve elle est suturée, le stent il est dans un vaisseau et tout ça, et ça risque pas de se déplacer. Il y a des gens qui évitent. Moi, j'ai fait un malade, il a saigné sur la table avec des coils. Il y avait le scanner qui était en page, j'ai fait l'IRM sur le champ, aucun problème. Ça risque pas de bouger. Alors, les contre-indications relatives, c'est les corps étrangers métalliques. Justement, c'est les prothèses en général, les vis, les arthrodèses et tout ça. Ça artefacte l'image, mais c'est beaucoup mieux que le scanner. L'artefact, il est beaucoup plus réduit que pour le scanner. L'immobilité du patient, c'est une contre-indication relative. C'est les sujets très âgés, les déments séniles, les enfants, les agités, les patients agités,
Mais on peut, et même les claustrophobes, on peut pallier à ce problème par une petite sédation pour le patient. Il faut un anesthésiste, il faut des équipements, bien sûr, quand on parle d'équipements. Amel. Actuellement, il y a des IRM qui sont ouverts. Il y a un mabqaouch, même mabqaouch, ma kaynish. Il y a au Maroc ma kaynish. Il y a une IRM ouverte chez Hitachi, 1.2 Tesla qui est ouverte. ما كايناش في المغرب mais ça coûte énormément cher. C'est-à-dire malgré ça la qualité d'image ديالها n'est pas terrible. Et pour le confort du patient, s'il est claustrophobe, je préfère une sédation que d'acheter une machine pour un patient qu'on passe une fois ou 2 fois par semaine, c'est pas rentable. Jamais de la vie. C'était il a changé en 2013. Aucun problème. Aucun problème. Donc, quand un malade, enfin un médecin, il y a beaucoup de radiologues qui refusent de passer les stents, prothèses et tout ça. Changer de radiologue ou de cabinet, ils vont passer sans problème. Là, on va comme numéro de téléphone. Et puis, bon, ça, c'est des notions générales pour les agents de contraste. On a ce qu'on appelle gadolinium, qu'on injecte en général par voie intraveineuse, mais on peut l'injecter aussi en intra-articulaire. En général, on le dilue à 1/100 de sa concentration normale de ce qu'on injecte en intraveineux. Et ça donne un hypersignal en séquence T1. Quand on injecte le gadolinium, on fait une séquence obligatoirement T1. On ne va rien voir en T2 ni dans les autres séquences. Et on va le voir sous forme d'un hypersignal, c'est-à-dire du blanc. Hypersignal, c'est blanc, hyposignal, c'est noir. Il y a des agents de contraste qu'on appelle négatifs. C'est comme on peut injecter de l'air, par exemple pour étudier l'intestin. On met une sorte de pompe dans l'estomac, enfin un tuyau relié à une pompe, et on gonfle les intestins pour étudier les parois de l'intestin. Et il y a même un produit de contraste, c'est l'oxyde de fer qu'on utilise pour le foie. On l'injecte, les hépatocytes vont le fixer, et tout le foie va apparaître noir, mais en séquence T2, là. C'est le contraire. Tout le foie, il est noir, et s'il y a des cellules tumorales ou inflammatoires, ils vont fixer le produit de contraste. Non, ils ne vont pas fixer justement pour l'hyposignal. Alors, je reviens pour l'agent de contraste positif. Quel est le principe? Chaque fois qu'il y a une inflammation, une tumeur, une malformation vasculaire, il y a un appel de vaisseaux et de cellularité. Donc, ça va fixer le produit de contraste. C'est-à-dire une fixation, ce n'est pas spécifique quand ça fixe, c'est une tumeur ou un œdème ou une inflammation. C'est dans le contexte et le siège de la lésion qu'on va être orienté pour savoir quel est le problème. Bon, les artefacts, il y a beaucoup d'artefacts spécifiques pour l'IRM, mais le plus important pour nous, c'est les artefacts de mouvement qu'on doit éviter pour les patients. Ils ne doivent pas bouger pour chaque séquence. Les techniques. C'est un truc de la matrice de l'image qui doit être élargi pour éviter les petits trucs. C'est très spécifique pour l'IRM. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a des dizaines et des dizaines de séquences. Le plus important, c'est... On a 2 séquences, c'est la séquence T1 et la séquence T2. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique, parce que je ne m'y connais pas moi non plus d'une façon très exacte. Et on fait au moins 2 plans. C'est le plan sagittal et le plan axial, au minimum ça. On peut rajouter des coupes coronales pour le rachis. Je ne parle que du rachis là. La séquence qui est très importante aussi, c'est quand on veut injecter le produit de contraste, on fait la suppression de graisse. On va voir quelques cas tout à l'heure. Et là aussi, il y a plusieurs dénominations. FAT, SAT, c'est FAT
comme graisse et saturation, spire, stir, prosette, ça existe en T1 et en T2, les deux. Et puis on peut injecter le produit de contraste paramagnétique, le gadolinium qu'on a vu tout à l'heure, le produit de contraste qui est positif, mais à condition de faire T1 FATSAT. On va effacer la graisse qui est blanche et quand la lésion va fixer le produit de contraste, elle va apparaître en blanc. Donc on peut la faire en T1 sans FATSAT, sans saturer la graisse, mais la qualité de l'image va être moindre. On va voir des cas comme ça tout à l'heure. Donc pour retenir, je ne sais pas, je dis les thèmes en abrasion. Ce qu'il faut retenir, vous m'entendez? Ce qu'il faut retenir, on va toujours chercher le liquide de l'eau, quel que soit l'organe, quelle que soit la séquence. Quand on travaille dans le train, on va chercher par exemple l'orbite ou le ventricule. On va voir le liquide. S'il est noir, c'est un terre. جميل كون درتي بلا سوغي احسن اجي هنا ودير بلا سوغي ما كنشوفش اه غادي نشوف من l'écran. Voilà, صافي. D'accord. صافي. Vous voyez la souris. La souris brassa. Alors le liquide, il est noir, c'est une séquence T1. Le liquide, il est blanc, c'est une séquence T2. Donc هذا هو la base باش نذكروا عليه كله. Les vertèbres sont riches en moelle graisseuse. Je parle de l'adulte. En fait, à partir de 5 ans, 6 ans, même l'enfant, il devient pratiquement comme l'adulte. Il y a moins de moelle hématopoïétique. Donc vous voyez en T1, on voit très bien la moelle osseuse qui est un peu blanchâtre parce qu'elle contient de la graisse. La graisse, elle est en hypersignal, c'est-à-dire blanche en T1 et en T2. En T2, un peu moindre qu'en T1. D'où la qualité et l'utilité de faire toujours T1 parce s'il y a des lésions, on va bien les voir en séquence pondérée T1. La séquence, celle-là, c'est une T2 parce que le liquide, il est blanc, mais on ne voit pas la graisse. Donc on l'a supprimé. C'est une stir ou fatsat ou ce que vous voulez. On a effacé la graisse. La séquence qui est là aussi le liquide, il est noir, mais on a supprimé là aussi la graisse. C'est un T1 fatsat, mais en plus on a injecté le produit de contraste. On le devine ici, c'est ce qu'on appelle la fente de Rhin, c'est la veine intravertébrale. Et le long de son trajet, il est rehaussé par le produit de contraste. On la voit même faire le stir avec la veine. Avec le trajet idéal là. C'est le trajet idéal là. La différence, c'est le liquide. On se réfère toujours au liquide. Il est blanc. C'est une T2, c'est une séquence T2. Le liquide céphalorachidien du sac dural. Il est noir, c'est un T1. D'accord? Donc ça fait dire la base, comme ça on va aller pour... J'adore Madame Rélissi, oui, elle est là. Donc, T1, le liquide est noir. Oui, Le gras est blanc. et blanc, ouais. D'accord. T2, le liquide est blanc. Le gras, Il est moins blanc. il est moins blanc. Qu'en T1. Stir, c'est en suppression de graisse. Stir, c'est pour T2, elle est spécifique pour T2. On parle de fatsat, on va effacer la graisse. Fatsat peut être T1 et T2. Stir, ça reste spécifique pour la séquence T2. D'accord. Et donc, stir, là on a une image en T2, puisque tu as le liquide blanc, Exactement, et on ne voit plus la graisse des vertèbres. exactement. Donc là, fatsat, C'est elle est en T1. حلو شكون اللي عنده اون بي ام واضح كحله لا خلى الكفر محلو بي ام كحله حاجة واحدة أخرى, il faut toujours voir aussi la graisse sous-cutanée, derrière. Vous voyez, elle est blanche. هي T1, هي في T2. هي في الفاتسات ما بقاتش باينة, هي عاود هنا ما بقاتش باينة.
D'accord? Et là, on voit beaucoup mieux. Bon, c'est une question d'habitude pour voir le fatsat. Enfin, la saturation de graisse. Il a fait Mtouachi à d'avoir la base pour. Hein? J'avance. Alors, quand vous nous adressez à un patient, si vous savez qu'il a un tassement vertébral ou une pathologie tumorale ou une infection, demandez une IRM rachidienne d'emblée, Nishan. Un tassement vertébral, si je le trouve à l'étage lombaire, je ne vais pas régler votre problème. D'accord. واش بينان واش مالان واش بوحدو واش عنده حاجه واحده اخرى واش ريسون qui est responsable de la douleur ou là une autre vertèbre qui est tassée, on peut pas savoir. Quand un patient est suivi chez vous pour un problème, je sais pas, une tumeur du sein, où il fait un lumbago, si vous êtes pour un truc dégénératif peut-être, mais si on trouve, nous, une lésion tumorale ou là vous suspectez une métastase, il vaut mieux d'emblée demander une IRM rachidienne en entier. Aussi pour les scolioses. Et je pense. C'est entre 4000 et 5000 بلاتي باش الميدولار كاين اللي كيطلبها سي سيرفيكو دورسال كيمشي لا موال ابينيير ملي كتقول غاشيديان سي سيرفيكو دورسو لومبير en général non. La vertébromédulaire عاود ça dépend حيت كاين شي مرات كيجي لو بون في vertébromédulaire cervical كنمشيو حنا مع الغاشي تعاود كنبقاو في سيرفيكال شنو طلب الميدسان واش سيرفيكال ولا لا ويا parfois influ انا je me rappelle très bien واحد النهار un médecin nous a envoyé un patient pour douleur lombaire, il a demandé scanner lombaire. On a fait un scanner lombaire et il est revenu normal. رجع عند الميدسان ديالو عاود صيفطوا ليا 2 jours après. قال لي لا صاحبي راه عنده ليتياز غينال شوف لي ليه راه عنده دي دولور لومبير قلت له قول لي من الاول عنده ليتياز غينال ما تقوليش دولور لومبير لان voilà donc bon et pour la scoliose aussi c'est fondamental et c'est très important de faire la totalité du rachis parce qu'on peut trouver des malformations, des tumeurs et tout ça donc c'est très important de faire tout le rachis. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est classique avec les mutuelles, surtout la CNOPS. شي مرات كتطلبي الغشيش كله كيعطيه ليام سيرفيكال وليام لومبير تنقز ليه داك الدورسال شي مرات سور لي 3 ريجيون كيعطي اون ريجيون ولا والو. C'est pour ça que j'ai créé mon médulaire. واخا كيقول لك ملي كدير ça peut l'exclure من غير داكشي ملي كتقول له انت نيفرالجي L1 واحد حنا راه كنهبطوا شويه شلت معايا. المهم on a beaucoup de problèmes de prise en charge حنا براسنا même je vous dis pour l'IRM du genou ملي كيجينا une IRM du genou كنصيفطوها لاكنوبس pour la prise en charge كتجي لاكنوبس كتصيفط ان بابي للمريض كتقول له سير المقاطعه وليغاليزي ان بابي بان رجلك كتضرك وبانك كنت كتحمل المسؤوليه زعما وي زعما ça c'est classique. Il continue à avoir mal, tu lui dis va faire une IRM du genou, tu prends le lot, je peux être traumatisme, ضربك شي حد. Et voilà. دابا المقدم كيدخل في Bon, j'avance. Et alors pour faire, j'ai l'impression,
pour être systématique et pour analyser un rachis, la première des choses, on commence par la statique. Wesh, on respecte les lordoses, la syphose, là, ici il y a une scoliose. Et par exemple, sur ce cliché-là, ou là, sur cette IRM, et quand on fait une IRM, par excès, on dit toujours rectitude du rachis lombaire, on ne peut pas juger s'il y a une rectitude ou pas. Pour juger de ça, ce qu'on a en charge, c'est un cliché de radio standard. On devine un petit peu. Pour les scolioses, alors, il suffit que le malade soit placé d'une façon un peu de biais, soit de côté. On a une petite scoliose, alors que ce n'est pas vrai. Donc déjà, c'est un problème technique pour nous. On analyse la vertèbre. La vertèbre, je vous rappelle, ce n'est pas que le corps vertébral, on doit voir aussi l'arc postérieur. C'est très important, très 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 important, surtout pour la pathologie tumorale. Donc quand il y a une atteinte du corps vertébral et de l'arc postérieur, c'est tumoral. C'est très rare qu'il y ait une infection au niveau de l'arc postérieur. J'ai vu un seul cas dans ma vie, une atteinte tuberculeuse de l'arc postérieur. C'est exceptionnel. Et puis on va voir le disque, on va juger de sa hauteur. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que c'est un peu affaissé? De son signal. Ici, c'est un peu noir. C'est en hyposignal. Donc, c'est un rachis dégénératif, déshydraté. Le canal rachidien, le calibre dialogue grossièrement, c'est pas comme pour le scanner. Avec le scanner, on mesure avec précision le diamètre du canal. Là, c'est une vue approximative. On mesure, mais c'est pas très exact. Et on juge, par exemple, sur les coupes axiales, quand il y a une sagittalisation des articulaires postérieurs, c'est un signe de canal étroit. Étroit, voilà. Et puis les parties molles, toujours voir ce qui se passe aux alentours des corps enfin des vertèbres. En avant, latéralement, les muscles. Quand on voit une inflammation et on voit un abcès, c'est une spondylodicite, ça fait l'ina mouchkil. Quand on voit une atteinte inflammatoire des disques et des vertèbres où il n'y a pas de collection, pour nous c'est un problème rhumatismal, donc on est orienté. Bien sûr. Quand on suspecte un canal lombaire étroit, donc on recommande le scanner ou l'IRM? étroit, je suis pour l'IRM. D'accord, et je t'ai posé la question, Oui. tu m'as répondu IRM. Oui. Mais on sait aussi que l'IRM donne des dimensions approximatives et que le scanner est plus fiable. Mais il y a des signes justement, c'est un canal lombaire étroit. Quand on voit cet aspect comme ça en saucisson, on dit exactement du sac dural, on voit pas la graisse épidurale, elle est effacée là et là. On voit la sagittalisation des articulaires postérieurs. On peut même mesurer, mais on va rater de 2 mm ou les chihaja. C'est pas l'exactitude du scanner, d'accord? Mais ça va nous ressortir beaucoup de choses qu'on va jamais voir au scanner. C'est ça la différence entre les deux. Et alors, une petite révision. Signal d'IRM normal, la vertèbre. Elle est riche en moelle graisseuse, donc elle est en iso ou hyper iso, il y a gris ou l'intermédiaire. Le liquide il est noir, le liquide il est blanc. D'accord, c'est T1, ici T2. Donc la moelle osseuse elle est blanche, elle est un peu grise en T2. Donc, on a un colo hypersignal, on a un colo en isosignal. Tout ce qui est cortical osseuse, est-ce que vous voyez la flèche? Ça fait, donc, la corticale osseuse, elle est noire, toujours, parce qu'elle est riche en calcium. D'accord. Le disque, il est intermédiaire, il est gris. Là, je parle des cas normaux, quoi. En T1, il contient de l'eau, il est en hypersignal. D'accord? Donc, à des chevaudes, ça, oui, la même chose. L'œdème, le disque, l'eau et tout ça, noir en T1, blanc en T2.
les ligaments sont en hyposignal. Le ligament commun antérieur ici, on peut le deviner. Le petit blanc qu'on voit juste devant la fenêtre, devant la vertèbre. Et là, c'est de la graisse. On est en T1 qui juge le qui est en blanc. C'est la graisse et le produit de contraste. Et exceptionnellement les calcifications. Parfois, les calcifications peuvent être selon le contenu de l'homme qui est en hypersignal. On a la graisse épidurale. On a le sac dural et la graisse épidurale, on la voit très bien. Elle est blanche, elle est un peu grise en T2. Donc la graisse, c'est très important de voir justement les lésions en T1 mieux qu'en T2. Et puis la moelle et les racines sont de signal intermédiaire. Regardez toujours le cône médulaire, toujours la moelle. Vous êtes rhumato, تقلبوا على le disque à l'os, ديروا حط ليلة دايما على le cône médulaire. Cône médulaire. Alors chez l'enfant, enfin de moins de 3 ans, sa moelle est riche en moelle rouge, c'est l'activité hématopoïétique. Donc les vertèbres sont plus grises et moins graisseuses, moins blanches que chez l'adulte. Le disque intervertébral, واش نقدروا ندور exactement ouais. Merci. Non, parce que تخدمي معايا باش تعرفي les conditions de travail. Là, j'ai l'habitude, mais bon, pas de problème. Alors, vous voyez ici le disque L5S1, ça c'est un disque normal. Il est noir en T1 et un peu blanc en T2, parce qu'il est hydraté. En cas de dégénérescence quad, quand ça devient dégénératif, il y a moins d'eau, il est asséché, il va devenir un peu noir. D'accord ? C'est la séquence T1 parce que le liquide est noir, et la séquence T2 parce que le liquide céphalorachidien est blanc. Bon, les plateaux, pour parler un petit peu des modiques, enfin de classification de modiques, P3. Voilà, c'est mieux. Merci. Alors, le type 1, c'est le DEM, où on a en hypo T1 et en hyper T2. Le type 2, c'est la dégénérescence graisseuse. La graisse qu'on a en hypersignal en T1, elle est en hypersignal ou un signal intermédiaire en T2. Et puis le type 3, le stade ultime, c'est fibrosclérotique, c'est asséché, il n'y a ni graisse ni eau. Donc ça va devenir en hyposignal T1 et en hyposignal T2. Bien, ça va. Alors, T1, T2, c'est une coupe parasagittale. Alors, si je ne vois pas très bien, on voit ici l'osso-chondral qui est en hypersignal T2 et ici il est en hyposignal T1. Le type 2, il y a T1 toujours liquide noir, liquide blanc. Le plateau, il est en hypersignal aussi bien en séquence T1 qu'en séquence T2. Et puis voilà, en hypo T2 et en hypo T1. Pour qu'on ait la même terminologie, alors l'aspect normal d'un disque en coupe axiale, il est concave en arrière. Toujours. À la limite, il peut être rectiligne. Un disque normal, il est concave. Une hernie discale, c'est une partie qui va déborder dans le canal rachidien. Ouais, la petite hernie discale. Et la protrusion, c'est comme si vous marchez comme sur une petite crotte, c'est quand ça déborde de tous les côtés. D'accord ? Je suis désolé, mais voilà, c'est une protrusion. Le canal, c'est symétrique, ça déborde de tous les côtés. Ça freine à l'aide.
Bon. Bon, ça, je vais rien vous apprendre. La hernie discale, quand elle est au milieu, elle est médiane. Elle peut être latéralisée à droite ou à gauche, donc par un médiane. Elle peut être foraminale. Elle peut être à l'extérieur, carrément extraforaminale. Les extraforaminales sont moins douloureuses et en général peuvent passer inaperçues. Les foraminales sont très méchantes, très douloureuses. Il faut savoir les chercher. Et puis, quand ça déborde d'une façon assez importante, la hernie est délimitée par le ligament vertébral postérieur. Il va chercher de l'espace, il va glisser vers le haut ou vers le bas. Et on parle dans ce cas de migration de la hernie. Quand ça dépasse 6 mm vers le haut ou vers le bas, et puis ce fragment peut se détacher. On parle dans ce cas de hernie exclue. Elle peut être contenue par le ligament commun postérieur, comme elle peut le transfixer. On parle de sous-ligamentaire et extra-ligamentaire. C'est très rare. Ce cas est très très rare. Alors on a l'habitude tous de voir les coupes sagittales qui passent par le milieu. Et on voit très bien la hernie discale. Là c'est une coupe paramédiane. Là aussi, moi je vous conseille de voir les coupes extrêmes, c'est les qui passent par les foramen. C'est là où on va chercher les lésions, les foraminales. Alors on devine un petit peu ici un débord, et là vous voyez sur la coupe axiale, si on ne fait pas attention, on cherche toujours, on a l'habitude médiane et paramédiane. La foraminale existe, et comme je vous ai dit, elle est très douloureuse, elle est handicapante, il faut savoir la chercher. Alors aussi, sur la coupe axiale, on peut la voir. Sur la coupe sagittale, il faut apprendre à la rechercher. Quel est l'usage? Vous allez de la droite vers la gauche? En général, d'avant vers l'arrière et de la droite vers la gauche. Il y a des machines, les gens qui ont monté ça. Il y a des artifices. La première coupe qui dit R. Non. لا من غير النيميرو دي كوب واحد يدير لك النيميرو ما تعرفيش لا droite من لا gauche كيدير بحال دابا R-107 R-102 واحد الساعه كيولي L كتولي L un truc comme ça. Il faut chercher les trucs qui sont en bas. Il faut savoir chercher toujours le ligament commun postérieur, vertébral commun postérieur. D'accord? Ça nous oriente vers beaucoup de pathologies. Il est en hyposignal, comme vous le voyez, et en avant, on a de la graisse. C'est ce qu'on voit en hypersignal, en T1 et en T2. C'est l'espace épidural. C'est graisseux et c'est riche en vaisseaux. C'est très vascularisé. Alors là, le cas d'une migration d'une hernie migrée, là, alors la coupe axiale qui passe par le disque en T1 parce que le liquide est noir. On a le liquide, il est blanc. On a le liquide, il est noir. Mais on a injecté le produit de contraste. D'accord? Le même patient, une coupe qui passe par le corps vertébral sous-jacent. Le liquide, il est noir. Donc c'est une séquence T1 ou dit T2 ou dit T1 injecté. Ce qui est très important et ce qui démontre pourquoi je suis toujours contre la chirurgie de la hernie discale, à part les protrusions, quand il y a une hernie discale et quand elle passe dans l'espace épidural, elle est phagocytée un petit peu par les... En général. Surtout si elle est exclue. C'est de l'inflammation. Après injection de produit de contraste, vous voyez l'inflammation qui entoure le petit fragment qui est hernier dans cet espace. Ça dépend. On suppose que c'est L4, L5. On suppose. Il aura au moins une sciatique L5. La hernie descend dans le résussus de L5, donc forcément elle va comprimer la racine L5. Ou la racine L4, il y a dit. La question de là, c'est pas une déduction. Est-ce que tu vois quelque chose? Ah, si. Ah, d'accord, pardon. Dans quelques cas, pas toujours, on voit sur la séquence T2 la racine qui est inflammée, qui est blanche.
D'accord? Et donc, rarement, elle peut être rehaussée par le contraste. On n'injecte pas pour les... هنا ولا On l'injecte... Ah? ici on la voit. لا لا انا ما بيناش كتشوف لا ديفيرونس بين هذه والاخرى كتبان لك اللي اون هيبر سينال اللي بلانش ça veut dire qu'elle est œdématiée ça veut dire qu'elle souffre et en général كتكون en plus un peu gonflée donc c'est de l'œdème quoi. Donc on peut voir la racine sur Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui. Ouais. Là, il y a la racine. Ça, c'est une racine qui sort de L4, L5, خارجة من L4 هي هذه. À la droite, à la gauche. D'accord? Il y a une racine là, il y a une racine ici. Hop. J'avance? Ah, il y a sur les coupes sagittales aussi une migration. La hernie, elle est là, mais le disque, il descend ici dans cet espace qu'on a vu tout à l'heure, épidural, et c'est délimité par le ligament vertébral postérieur. Noir, T1, blanc, T2, noir, T1, mais il y a une prise de contraste qui entoure le disque qui migre, enfin la hernie qui migre. Donc c'est un T1 FATSAT avec injection du produit de contraste. Est-ce qu'il y a des particularités dans la sciatique paralysante? Donc il y a une migration. Le patient a moins de douleur, n'a plus de douleur, et il y a le déficit qui s'installe. Alors, là, c'est pas proportionnel. On peut trouver une toute petite hernie et le patient il est complètement paralysé. Elle est très grosse et le malade il marche, il a une petite gêne et tout. C'est pas, on peut pas déduire. Pas de corrélation. Exactement. Oui, et parfois, il y a des neurochirurgiens qui nous renvoient le patient pour écrire il y a conflit ou il n'y a pas conflit. ما غاديش ندخل انا في هذا الديتاي هذا. كنقول له ايرني كاينه في تيل ايطاج. D'ailleurs, شي مرات كتكون كبيره en L4 L5 à droite, très petite en L5 S1 à gauche, et le patient il souffre du côté gauche exactement. Ça c'est pas proportionnel. Donc, c'est une hernie discale qu'on a en L4, L5 avec un petit fragment qui est complètement détaché du reste du disque. Ce qu'on appelle une hernie exclue. L'hyperciliate qu'il y a sur les corps vertébraux, c'est de la dégénérescence. C'est un modique radicon 1 parce que c'est de la graisse en T1. Oui. Déjà T1 c'est de la graisse. ما غاديش يكون حاجة أخرى. Alors, exclu, là aussi, c'est le même principe. On la voit ici en séquence T2, Hedo séquence T1 injectée. Vous voyez la prise de contraste qui entoure le petit fragment discal. Stroboscope pour suivre les diapos. Donc voilà. Sur les comptes rendus, hernie discale non conflictuelle. Alors que nous avons cliniquement une symptomatologie. C'est ce que je viens de dire. Ma vraiment entre le détail conflictuel, non conflictuel, j'ai pas examiné le malade et je suis pas en droit de dire ça. Sur les images, tu n'as pas le droit de le dire. Ah non. Bon, chez مرات كتكون comprimé باينه معوجه et tout ça, on peut le dire. Mais au contact ou au voisinage, je veux dire, ما ندخلش في هذا الديتاي. C'est la clinique qui prime. Dans tout ça, c'est la clinique. Souvent, elle a raison, beaucoup de radiologues écrivent ça. لو كاين الزعماء بزاف كاين هنا. C'est surtout le patient qui dit hernie discale conflictuelle et l'autre confrère qui dit il y a conflit, il faut opérer, sinon tu vas rester sur la table. Mais c'est vrai, c'est pour ça que j'écris pas justement, parce qu'il y a des bon, pour ne pas les nommer des neurochirurgiens, ils lisent le compte rendu, ils n'examinent pas le patient. C'est conflictuel. Exactement. Exactement. Et surtout pour la sciatique et la névralgie cervico-brachiale, la corrélation elle est clinique, mais c'est pas l'image qu'on traite. Et alors, un cas de la littérature, moi, je n'ai jamais vu, c'est un cas de hernie qui est exclu, d'accord, avec un petit fragment qui est dans le sac dural. Donc, et là, ça devient beaucoup plus difficile, même pour le chirurgien, il faut l'orienter, parce qu'il ouvre, il commence à chercher, un petit fragment qui est alors qu'il faut ouvrir le sac dural pour extraire le petit fragment.
Et sur la coupe axiale, on le voit très bien, c'est le sac dural qui est déformé. Hada ou la petite hernie discale. Elle est bien sûr une séquence T1, d'accord, parce que le liquide il est noir. Et vous voyez la graisse épidurale qui entoure tout le sac dural. Ça veut dire que le petit fragment kharaj au très fausse de sac dural, il est niché dans le sac dural. Il y a une atteinte des articulaires postérieurs. Alors bien sûr. بلاتي هذا كله arthrose بعدا c'est complètement كله arthrosique. C'est épicé, c'est. Donc voilà, en résumé, il y a une régression de la hernie discale pour 50% des hernies discales pré-ligamentaires, à des cas, à un cas de hernie discale. L'évolution, ça diminue de taille et les fragments qui sont exclus, il a complètement disparu. D'accord ? Il faut attendre 2 à 3 mois, ça disparaît complètement. Par contre, ça pose parfois des problèmes de diagnostic différentiel avec les neurinomes. Il suffit d'injecter. On voit que tout le fragment hernier est entouré par de l'inflammation. Ça ne se continue pas avec une racine. Il faut surveiller. Le patient, il a mal, mais au bout de 2-3 mois, il est complètement guéri. La même terminologie, canal lombaire étroit, alors on parle de canal lombaire quand le diamètre antéro-postérieur par une coupe qui passe par les pédicules, c'est-à-dire on a un anneau qui est fermé. Le diamètre antéro-postérieur doit être supérieur à 15 mm. Entre 12 et 15, on parle de canal limite. Moins de 12, on parle d'un canal lombaire étroit. On se prononce pas en IRM pour dire canal étroit ou la limite. On parle en général de limite ou la réduit, tout ça. Quand on dit étroit, limite d'une façon franche. Et, oui, madame. Est-ce que vous décrivez les signes indirects du canal lombaire étroit en IRM? Parce que si vous me dites limite et qu'on n'a pas à côté une mesure. Signe, elle va, sagittalisation de l'interapomidien postérieur, enfin toutes les petites choses. Comment moi je vais retenir que ma symptomatologie est en lien avec un canal lombaire étroit ou pas? En fait, surtout si j'ai les petites hernies qui débordent par-ci par-là. Ça dépend aussi les renseignements cliniques qui étaient sur l'ordonnance. On est orienté. Dernièrement, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un pilote militaire. On a pratiquement 60% de notre activité, c'est les militaires, c'est genoux lombaires. Pratiquement. وكلهم باغيين يخرجوا. المهم جا واحد le militaire pour douleur sciatique, je pense L5 droite. 12 l'IRM. Il n'y a rien à droite, on a décrit ce qu'il y a, où j'ai suspecté un truc à gauche. On dit le 4L5, un petit débord, un truc foraminal. Et comme c'était à droite, je n'ai pas voulu me prononcer. Les à gauche, on a beaucoup de problèmes. Je n'ai pas décrit, j'ai parlé de ce que j'ai vu, il n'y avait rien de particulier. رجع من بعد اون سيمين جايب الدوسي ديالو واحد الدوسي ديالو واحد العام من قبل داير اون اوتر ايغام لومبير جا عندي قال لي انا باغي نخرج بالعربيه اجي ان بروبليم دو سياتيك قلت له بلاتي حبس ما تهضر معايا ما نهضر معاك تسنى خديت الدوسي قلت له نجبد لوردونونس للميدسان جبت لوردونونس للميدسان سيتي بريسيزي L5 دروات قال لي لا انا ما عنديش دروات عندي اغوش قلت له انا كنتبع داكشي الميدسان راه ما شفتكش انت et effectivement داك لو بتي تروك que j'ai pas signalé parce que je me suis basé sur l'ordonnance était une petite hernie foraminale à gauche qui correspondait à ce qu'il y avait même avant donc j'ai corrigé ومشى فرحان لان عربي يخرج مع راسو bon c'était un jeune de 32 ans 33 ans c'est dommage mais c'est la réalité des choses. لا 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 با دو تو واخ بلاتي عاود غنرجع لهاد لاكوب
Si on veut parler de canal lombaire étroit, on doit passer par le pédicule et on a une coupe fermée. Si on veut parler de rétréci, on va passer par la partie qui est mobile, le disque et les articulaires postérieurs. D'accord? Le disque et les articulaires postérieurs. Là, on a c'est une arthrose très avancée, un petit épanchement dans l'interapophysaire postérieur ici, un épaississement du ligament jaune, une protrusion discale. Le petit canal, il est devenu étroit. Il est devenu rétréci. Rétréci, pardon. Il s'est rétréci. Voilà. Étroit, c'est congénital. Rétréci, c'est acquis. On le juge par la petite boule de graisse épidurale. Et dans un stade plus avancé, même l'aspect qui est triangulaire, plus ou moins triangulaire, le canal, ça devient justement en trèfle. Allez. Comme ça, c'est complètement déformé. Donc, c'est un canal lombaire rétréci par l'arthrose. Donc, je vais m'asseoir. Je vais faire l'instituteur méchant. Et je vous laisse parler. On va commencer par des cas qu'on peut voir et parfois qu'on ne comprend pas. Comme les flèches pour vous orienter. Clinique, je ne m'appelle pas. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est très bien. Déjà, T1 ou la T2? Non, elle est T2. T1 ou le sac dural, il est noir. Le sac dural, il est noir. On a la graisse épidurale. Ça doit être une personne très obèse. Elle a beaucoup de graisse. D'accord. Oui. Phénomène les racines. De quoi? On suppose que c'est, je ne sais pas moi, L4, L5 par exemple. Il y a un truc ici. Un truc triangulaire. C'est quoi? La même structure que ce qu'il y a dans... Qui se continue avec le sac dural. Non. Si on le suit, oui, c'est L4. C'est L5. Le terme, c'est mshrouk, justement. Et ça s'appelle une racine conjointe qui sort de la même émergence. Donc, c'est le schéma. Il y a une racine qui sort normalement. L3 à la racine L3, la droite, la gauche. Kharjin jouge en même temps. L4 et L5. À la coupe bleue, ou même de la forme triangulaire. هما تفارقوا واحد هنا واحد هنايا. D'accord? Est-ce que la PASOK est symptomatique? Là. C'est une variante là, non. Par contre, il est jet sur un asiatique S1 droite ou d'achi, on va tiquer, on pour les gens qui connaissent ça, c'est classique et c'était décrit depuis le scanner, donc c'est-à-dire sur l'écho axial. Là, c'est très rare. C'est pas. En général, c'est asymptomatique. C'est asymptomatique. C'est asymptomatique. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Elle dit une coupe sagittale. Bravo. Très bien. Alors, elle dit L5 ou elle dit L4. L4 a glissé sur L5. Est-ce que c'est un antérolesthésis ou un rétrolesthésis? On parle toujours de la vertèbre qui est supérieure. Voilà.
Alors pour la lysésmique, il y a moins d'étirement de racines que pour les entérolesthésis, enfin l'esthésis en général, chez les obèses par arthrose et tout ça. Ils souffrent moins, beaucoup moins. D'accord, c'est un T1. Si vous vous rappelez le fameux chien, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, sur le cliché de 3/4, qui est la tête, le col ici, le col, c'est la lysésmique. Et autour de la lysésmique, qui est des remaniements fibreux, une sorte de cicatrice, ce qu'on appelle, ce qu'on voit en coronal, nodule de Gilles. Alors, quand est-ce que vous utilisez le coronal? Quelle est l'importance de la coronal? Rarement. Sauf il y a quand on cherche un problème d'infection pour voir les parties molles. En général. Donc, c'est un col qui est normal. D'accord? L'isthme, il est normal. Il est discontinu par lysésmique. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Migrer un petit peu. Là, non. Quel étage va d'un tout manière? Dorsal, c'est dorsal. On a dit qu'on décède 8 quelque chose comme ça. T1, le liquide il est noir. T2, le liquide il est blanc. Il y a des hernies étagées à l'étage dorsal. Qu'est-ce qui vous frappe en plus? Très bien. Il n'est pas, il n'est pas tassé, il est allongé. Les plateaux sont un peu irréguliers. Une petite hernie là. Bravo. D'accord. C'est une maladie de Scheuermann. D'accord. On parle d'aspect feuilleté pour le cliché standard. Mais en général, il y a un pincement discal, des hernies intraspongieuses, soit antérieures, soit postérieures. Le plateau, il est irrégulier, pincé. L'aspect un peu cunéiforme. Et surtout, ce qu'on appelle les épiphyses libres. C'est un noyau épiphysaire qui est au coin antérieur, soit antéro-supérieur, soit antéro-inférieur, et qui n'est pas soudé au reste du corps. Ici. Il y a une compression. Il y a une compression. Ça va? C'est spécial, Madame Gharissi. Parce qu'elle m'a envoyé un malade comme ça dernièrement. Alors, c'est une pour définir déjà. Copaxial, le liquide il est blanc. T2. Qu'est-ce qui vous dérange? Elle ne me donne pas la flèche. Ici, il y a quelque chose. Alors le contenu, il est blanc. Alors, on est en T2, c'est soit du liquide, soit de la graisse. D'accord? C'est quoi ça? Qui arthrosique. C'est un kyste diaphragme. Kyste interapophysaire postérieur. Alors, le kyste interapophysaire postérieur, on le trouve toujours. On regarde bien sûr de l'interapophysaire postérieur, mais parfois la taille est assez grande qu'on n'arrive pas à très bien le définir. Le contenu peut être liquidien, hypo T1 et hyper T2. Il peut être hypo, selon le contenu. Il peut être calcifié carrément. Il peut ou non être rehaussé en périphérie par le gadolinium. Vous voyez ici sur la coupe sagittale, son aspect allongé, et ça peut prêter confusion avec d'autres lésions. Ouais, bien sûr. Je là, je vais dire un kyste comme ça. En général, une coque l'infiltrée. Peut-être au voisinage. En général, on a une coque très très dure. Et même si on le vide, la coque, il comprime. Oui.
Éventuellement. Éventuellement. Avec L3, non, L2, L3, on passe sur le corps vertébralement. Là-dessus. 5, 4, 3, 2. C'est des modiques aussi? C'est des modiques, exactement. Il y a des lésions érosives. C'est ça, on dirait en miroir, justement. Comment faire la part? On donne des parties molles qui seraient éventuellement... C'est un phénomène dégénératif avec parfois des poussées inflammatoires. Il y a quelque chose, à quoi vous pensez, soit une maladie rhumatismale, soit une infection. Il y a quelque chose qui est J'ai des images en miroir. Là, je sais. Voilà, c'est que je dis. Par la logique. On a l'atteinte de part et d'autre du disque, mais le disque, il garde son épaisseur normale et surtout son signal, il est plus ou moins correct. Ce n'est pas un bide liquéfié, c'est un abcès, c'est une spondylodicite. Un rhumatisme, en général, le rhumatisme qui est en avant, là, on n'a rien, c'est surtout les coins. D'accord? Grossièrement. Mais il faut toujours raisonner par la clinique et les autres séquences aussi. En IRM, si on fait une seule séquence, on est perdu. D'abord, on chauffe de l'hypersignal, ou c'est de l'œdème ou là c'est de la graisse. Il faut voir en T1 comment ça se comporte. Plus des géodes sous-chondrales que des hernies intraspongieuses. Plus géodique que tout ça, c'est dégénératif, c'est arthrosique. C'est simple. Oui, quel type de kyste? Voilà, T1, T2, T1 sagittal. Il y a le foramen, un foramen normal. C'est la meilleure coupe que vous devez chercher. Toujours. Vous voyez la vertèbre, vous regardez le disque, et surtout le foramen, il est là. Le foramen, il a la forme d'une selle de bicyclette ou là. D'accord? Il contient de la graisse, et surtout en T1, vous allez très bien le voir. Et puis la racine, elle est là. Elle occupe le tiers supérieur de cet espace-là. Il est quand une hernie, il va sortir là, il va combler cet espace et on a un contraste naturel. C'est la graisse épidurale au niveau du foramen qui est blanche et le disque qui est gris ou noir qui va combler cet espace et qui va comprimer même la racine. La coupe est plus importante que ce que je vous ai dit tout à l'heure de la coupe axiale, médiane. Il faut toujours être sur les foramen pour mieux voir. Et là, on voit aussi ce kyste arachnoïdien qui occupe le foramen gauche et bien sûr, et qui est élargi. D'accord? Donc, c'est un kyste arachnoïdien. Ils sont en général de naissance. Je pense que oui. Je ne sais pas, je pense que oui. Alors, ouais, là, il y a des cas où c'est... Il y a une différence entre Tarlov et kyste arachnoïdien. Je n'ai la différence. Non, c'est le contenu. Le kyste arachnoïdien, il est purement liquidien. Le kyste de Tarlov, il contient une racine ou une partie d'une racine nerveuse. Attends. Je ne sais pas, j'ai été approché à plusieurs reprises par les neurochirurgiens pour ponctionner tout ça. J'y crois pas, franchement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude de ponctionner le kyste? Ça permet de diminuer la pression de la racine, mais ça finit par regonfler. Exactement, avec le risque de lui coller chez méningite, ou une fuite, une fistule et tout ça, exactement. Ça, la qualité est mauvaise, comme on appelle ça, et un seul diagnostic. Vous voyez ça? Vous pensez à un seul diagnostic. Là, c'est du liquide. C'est le sac dural, noir en T1, blanc en T2, avec des empreintes, scalloping des vertèbres. Méga. Non, méga c'est le tête, c'est le méga cul-de-sac, c'est pas ça. C'est une ectasie durale, un seul diagnostic, un seul, la neurofibromatose de type 1 de Recklinghausen, exactement. En général, on a les neurofibromes, c'est des tumeurs nerveuses, en général, kharjin, soit les racines, comme ici,
mais qui peuvent atteindre aussi les autres racines nerveuses sympathiques et non sympathiques. À quoi vous pensez? Logiquement, T1 axial, parce que le liquide est noir, mais on a injecté. Pardon. Oui, c'est injecté. Sagittal T1 injecté. Non fatsat, parce qu'on voit de la graisse autour. Hada fatsat, on va dire axial, injecté, fatsat. Saturation de graisse. Quelque chose dans le sac dural, c'est un processus intradural, on est à l'étage dorsal. Très bien, bravo. C'est un chevanom. Il est très rehaussé par le gadolinium. Il prend beaucoup le contraste. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il n'y a pas de piège, c'est un truc très bête et très simple. Très bien, ça fait. Médian droit. Est-ce que le patient est opéré ou non? Il y a ma question. Vous devez savoir rechercher. Non, il y a de la lame. Il y a la lame. Il n'y a pas de laminectomie. Il faut des générescences graisseuses des muscles. Oui. Il y a même le trajet. On devine un petit peu le trajet de la chirurgie, mais il y a un signe très important qu'on doit deviner, qu'on doit toujours chercher. Ça peut être une fibrose par contre. J'ai un patient qui a été opéré, il est opéré. Et le problème qu'on a toujours, c'est une hernie discale ou de la fibrose, parce que la graisse épidurale, elle devient noirâtre. Il y a un obscurcissement. Ligament jaune. Là, comment on appelle ça? La flavectomie, justement. C'est la flavectomie. C'est le ligament jaune a été coupé. Alors, le même patient, bon, le ligament, enfin, la hernie bainamzienne ici, comment ils opèrent? Entre deux lames, ils vont couper le ligament jaune, ils refoulent un petit peu le sac dural, ou qu'ils la hernie pour l'aspirer. C'est une récidive ou un reliquat. Comment vous faites la différence entre récidive et reliquat? Pourquoi récidive? كيصيفطوا لك من بعد 3 mois وكيقول لك ريسيديف. غتثق به؟ S'il a tout enlevé, il n'y aura pas de... باش كتعرفوا إلا tout enlevé. C'est moins de 6 mois. Si on fait le contrôle, c'est un reliquat. Là, on est caché. Au-delà de 6 mois, on parle de récidive. Entre-temps, il a le contrôle, on peut jamais savoir. Donc voilà. Donc c'est Hada, vous cherchez toujours le petit signe flavectomie. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal ici? C'est un T2 axial. La qualité n'est pas terrible, mais la lésion, oui. Peut-être. Les muscles sont blancs, c'est une dégénérescence graisseuse. Et là, il manque quelque chose. C'est une laminectomie postérieure. D'accord? Alors là, la laminectomie postérieure, vous avez peut-être l'habitude de la voir sur le cliché standard. On n'a plus on a cet aspect clair, on ne voit plus l'épineuse, d'accord? Mais la gravité de la laminectomie postérieure, c'est que ça déstabilise le rachis. Scoliose, hyperlordose et tout ça. Donc ce qui est conseillé en général, c'est de faire la laminectomie et faire une arthrodèse sur le champ, comme ça pour stabiliser le rachis. Ou une hémilaminectomie, on peut aussi l'avoir, ou la unilatérale, qui est parfois d'un seul côté, une seule lame, qui est de ce côté avec l'épineuse, qui est un seul côté pour aborder. Ça va?
Si vous retenez la leçon, entre guillemets, ديال هذا المريض, j'estime que j'ai gagné ma journée, là, sinon ma présentation. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Des disques déshydratés. Très bien. Et statique, on commence par la statique. Oui, Lambert. Je vous donne la clinique. Alors, déjà, en 2022, il était à Marrakech. Il a consulté pour des lombalgies, des fessialgies, limitation du périmètre de marche dialo, un déficit, un petit déficit à droite, moteur. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, ça comprime. Donc, c'est ce qui a été décrit par le radiologue et le neurochirurgien l'a opéré pour ça. Hein? Il a été opéré à ce niveau, non, là, vers la minectomie justement postérieure. Regardez la moelle. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Regardez toujours le cône médulaire. C'est un petit détail ça. Ce n'est rien du tout. Regardez la moelle qui est là. Elle est œdémaciée, elle est blanche. Cet aspect de petits points noirâtres. D'accord? C'est une fistule durale. Les patients, ils traînent toujours, je les vois toujours, ils traînent pour hernie, machin, opérer, non améliorer, peut-être aggraver. Le médecin, une deuxième fois, il va l'opérer, il est un autre disque. Ça n'a pas été signalé par le radiologue. Il faut toujours chercher chez les patients de plus de 55 ans qui ont surtout des déficits moteurs ou sensitifs, toujours chercher le cône médulaire. Une fois que tu as dit, il faut remonter systématiquement. Donc, c'était une fistule durale. Il a traîné pour ça. Bon, à la fistule, c'est une intercostale, c'était D6. C'est l'artère intercostale D6, c'est la radiculomédulaire. C'est la fistule ou le drainage veineux. Donc, la veine va se dilater dans le sac dural. Ça va entraîner une stase dans ça commence toujours par le cône médulaire et après c'est la moelle. Donc, il y aura un problème de drainage veineux. Où ça va gonfler. Donc, c'est une sorte de compression médulaire. Le problème d'origine vasculaire, bien sûr, d'origine vasculaire. Bon, on a fait l'embolisation, il y a de la colle et tout ça. On refait le contrôle. De la chirurgie, il y a la laminectomie postérieure. D'accord, ma cache le disque, après 9 mois de contrôle, toujours le même aspect. Il ne s'est pas amélioré, bien sûr, parce qu'on refait l'artério, une autre artère va alimenter la fistule. Je l'ai envoyé, je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai envoyé à un neurochirurgien pour le reprendre. Voilà un autre cas similaire, je pense en 2021. Pour ça, il a traîné à Outani pour lombalgie sciatique, machin. On l'a vu, je lui ai expliqué qu'il faut rapidement faire l'embolisation, l'artériolembolisation. C'était en 2021. Prise en charge, j'ai le Covid, Malina, c'était 2023. Toute la moelle, pratiquement à l'étage dorsal et le cône médulaire étaient atteints. En 2023, je l'embolise, la Outani Anaya. Il est guéri, d'accord? M'cha le l'œdème, m'cha l'hypersignal, m'cha les dilatations vasculaires, mais bien sûr, il n'a pas récupéré. Toujours paraplégique total, souffrance, urogénitale, il ne retient pas ses urines, ses selles et tout ça. Donc, il faut traiter très rapidement. Au-delà de 6 mois, 1 an, ça devient très hasardeux pour les récupérer. C'est quoi le signe exactement? Ça commence par des douleurs en général. Non,
imagerie. Parce que c'est très discret ce que tu nous as dit. ما كاينش ها هو هذا. La moelle elle est toujours grise. قلنا قبيله elle est grise ou noire. هنا elle est blanche. هيا ديك شوفوا c'est flagrant. La moelle, le cône il est gonflé, il devient blanc. On hypersignale T2 bien sûr. Si on injecte شنو pardon لا يدير اليرم غير يطلع للفوق يعاود اليرم يحتي كل شيء وعاد on fait l'artériomédulaire. On va pour alors l'artériomédulaire il faut cathétériser toutes les artères lombaires, toutes les artères dorsales, parfois les artères cervicales pour chercher la fistule. Il n'y a pas de بلاتي نرجع لكم سمع بلاتي باردون انا خصني نشوف ان كوميدولار نورمال جو سي با غادي نشوفو تو تالور لا موال عمرها ما كتكون بر ولا لا هذه واش هي اون ليمفوماتوز ديريير تسمى داك البارتي هي ايبر اون ليبوكسيميا لا سي لو ليكيد هذا سي لو ليكيد ici الفوق هذه فوالا هذه لا هذا الي اسيميتريك المريض بارابليجيك بقى يعوج ها لا موال كي نورمال ها هي لا ليميت اونتر نورمال اي لا نورمال سي فلاغون كوميدولار بلون نيشان IRM total et puis artériographie. Il ne faut pas trop. C'est une malformation. C'est une malformation acquise chez les hommes à partir de 55 ans. J'ai jamais vu une femme qui a une fistule durale à ce niveau-là. Ils ont d'autres niveaux cervicales et plus bas. C'est un déficit neurologique qui est progressif. Ça commence par des douleurs, des rachialgies. Et exactement, c'est la claudication, exactement. La claudication, il est le notre signe. Qu'est-ce que vous voyez ici? Lequel? Trop blanc en T1, هذا؟ هذا T1 وهذا T2. وهذو كلهم ils sont les vertèbres sont blanches sauf هذا qui est noir. ياك. Il est en hypersignal en T2 donc c'est de l'œdème. Il est noir et blanc. وهذا كي داير la morphologie un tassement vertébral. علاش ancien? Exactement. Il y a deux tassements vertébraux. Il y a ancien ou il y a plus récent. Et là, ça ne doit pas bouger. Et il y a le récent, vous voyez, un truc ici. Ça, c'est une fracture. Un trait de fracture. Et là aussi, on devine un trait de fracture ancien sur la vertèbre sous-jacente. D'accord? C'est bien. Il y a un recul ici. Donc c'est bénin ou c'est malin? Là, une partie de la vertèbre, le coin supérieur, le coin postéro-supérieur de la vertèbre, il fait une petite saillie dans le canal rachidien. Bénin, malin? Bénin. Il faut injecter. Là, pas forcément. Toujours le T1. On a ce contraste de la graisse. Je dis ouais. Il est une tumeur, c'est un œdème dès le plateau supérieur. S'il y a une tumeur, ça va être un nodule noir. D'accord? C'est une cellularité qui est anormale qui va coloniser de la graisse. Ça reste homogène, une plage là, c'est pas inquiétant. L'autre signe, il faut toujours voir l'arc postérieur. L'arc postérieur, s'il y a une atteinte, une lésion, c'est tumoral. On va le voir. بلاتي سمعني شنو قلتي مدام الزرق؟ شنو قلتي باردون؟ هذا c'est un recul mais c'est un coin هذه ماشي لا فيرتيبر ولا كنهضر على كاريمون لي
interapophysaires postérieurs et les épineuses. Non. Allez, voilà. C'est de l'arthrose, le ligament jaune de الفوق عندها ولا شي حاجه c'est Et la hyper structure de l'os. correct. Voilà, elle est par signal. Œdémacié, mais c'est pas un truc. C'est toute la vertèbre qui est œdémaciée. Alors là, c'est tumoral. Là, niqash a fait. Déjà, le tassement, pour les tassements bénins, en général, c'est cuniforme. C'est la partie antérieure, et ce qui donne la syphose et tout ça. Là, c'est irrégulier, l'ouest, merres, une partie, tout ça. La structure de la moelle osseuse, c'est très hétérogène. D'accord? Très, très hétérogène. Et c'est le recul du mur postérieur. Mais c'est le coin. C'est toute la vertèbre qui va bomber et c'est l'épidurite qui va comprimer la moelle. Bien sûr. Toutes les vertèbres sont métastatiques. Ici, il faut un lever de compression. Il faut une intervention, choisir. Ouais. Est-ce qu'on a un chirurgien d'ailleurs? Ouais. Ça dépend de la clinique là aussi. Et le clinicien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ouais. Bénigne, maligne. lesquels بعد راه كاين جوج كاين بزاف ديال الانواع كاين لا فليش بلونش وكاين لا فليش نوار ولا une cellularité ولا des cellules هادو الفوقانيين سي graisseux c'est de la graisse. C'est des îlots graisseux en intravertébral, c'est très fréquent et tout ça. Et là, c'est un écho de gradient, c'est pas un vrai T2, donc c'est pour ça qu'on voit pas l'isosignal ou le discret hypersignal. Et là, c'est bien. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Et il y a la tache noire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est arrondi, مدورة صغيرة وكاينين بزاف. D'accord? حتى في l'arc postérieur راه كاين شي شويه on les voit pas très bien. Il faut faire attention justement T2. On peut ne pas les voir si on fait pas vraiment attention. Par contre, si on l'injecte, on va mieux les ressortir. Avec un FATSAT, on va mieux ressortir ces lésions tumorales. هادو هادي لا هادو c'est les mêmes. هذا T1 T2 c'est des îlots graisseux. C'est des foyers de graisse qui connotent la moelle osseuse, qui connotent que de la graisse. Alors, métastase osseuse. Là, qu'est-ce que vous voyez? T2, T1 injecté mais sans FATSAT. Vous voyez la graisse sous-cutanée. Il y a une vertèbre qui est atteinte. فين هذه ولا هذه هذه ولا هذه حتى هذه فيها شي حاجه داكور وهاد لا فيرتيبر بوحدها ولا حتى اللي تحت منها les deux en miroir ouais très bien c'est surtout le disque qui est atteint qui prend le contraste d'accord voilà et quand vous voyez du noir entouré par, c'est une épidurie, c'est de l'abcès, c'est de, il y a des oncoupes axiales, il y a la teinte du disque ou la kharja, ou c'est du, ça y est, c'est liquéfié avec une épidurite et délimité par le ligament, enfin l'espace épidural qui est occupé par cet abcès-là. T2, comme tout à l'heure, il faut toujours faire la totalité du rachis pour chercher s'il n'y a pas d'autres foyers de spondylodicite. Là, qu'est-ce que vous voyez? Ça y est, débutante. Ça y est. Débutante, c'est une spondylodicite débutante. Romanus. Sinon, on a les séquences que c'était T1 ou T2. Elle a T2, elle a T1 injecté. D'accord.
coins vertébraux. Mais aussi en arrière. En T2, on les voit. D'accord. L'épaisseur du disque normal, anormal. Là, il y a pas l'autre, n'est comparé mal l'autre. Pas l'autre. Non. Ok. Il y a une prise de contraste. Voilà, inflammatoire, wesh infectieux, wesh rhumatismal. Les coins. Les coins. D'accord. C'est quoi ça? Des ligaments. Un ligament jallour, dans l'espace épidural là aussi. أنا كل la prise de contraste طالع من هنا حتى لهنايا. وبتي تاتان حتى من القدام عاوتاني. إلا كان rhumatismal ما تكونش la prise de contraste par هادشي كلها postérieur. C'est une spondylodicite débutante. Il y a le deux débuts ديالها. Ça commence toujours par les coins, en général antérieur, de part et d'autre, parfois postérieur, de part et d'autre de la vertèbre. Alors que le disque le fait, voilà. Mais elle m'a pas le disque. L'atteinte. C'est Non. La spondylodicite. Exact. La spondylodicite, c'est une atteinte du coin de la vertèbre qui va diffuser vers l'autre coin contralatéral ou qu'elle se diffuse vers le disque. Et aussi la tête postérieure permet la diffusion aux autres vertèbres. حتى antérieur, c'est le ligament commun postérieur et antérieur. Je jambe qui ça exactement. Ce que je fais. Oblati T1, T2, T1 injecté, T1 fatsat injecté. C'est quoi? Deux vertèbres qui sont atteintes, œdémaciées, jugeons. C'est le même malade, mais après une évolution de plusieurs mois. Ce n'est pas concomitante. La hauteur plus ou moins respectée. Alors, si on raisonne, si on a la même chose, rhumatisme ou la infection. Il y a qu'une infection, c'est de part et d'autre du disque. D'accord? Autre chose. Il y a un pont. C'est un dysmorphite. La chose la plus importante, il y a une prise de contraste au niveau du ligament interépineux. ما عمره ما تلقاوه في l'infection. وحتى إلا لقيتوها غتلقى localisé ce qui est vraiment exceptionnel وما غاديش تلقاوها في لا décalé, c'est décalé. D'accord, le temps de faire le pont osseux c'est quoi? C'est un truc piège, ça c'est un rhumatisme psoriasique. Je pense dernier cas. T1, T2, T1 fatsat, injecté. Atteinte discale en miroir. De quel disque? هنا شوية هذا tous les disques, pratiquement tous les disques. D'accord. L'épaisseur des disques respectée, non? Globalement respectée. L'atteinte des plateaux. Est-ce qu'elle est au milieu, antérieur, postérieur? Plutôt au milieu. Qu'est-ce que ça peut être? Non. Mais après, le disque, il est... On peut penser à une tuberculose. Alors, si c'est une atteinte tuberculeuse, une atteinte comme ça veut dire que la vertèbre est détruite. Déjà, la hauteur, elle est plus ou moins respectée de la hauteur, de la vertèbre. Le disque aussi. Une atteinte comme ça veut dire que tout le disque va être atteint. Et en plus, il est qu'une tuberculose ou la spondylodicite,
غادي تخرج l'épidurite, غادي تخرج شي حاجة من هنا ولا l'abcès il va chercher par où passer. D'accord? C'est ce qu'on appelle la spondylodicite d'Anderson. C'était un cas d'espère. Non, la espère. Ouais. Vous voyez sur le cliché standard, plus ou moins respecter la hauteur de la vertèbre et aussi des disques intervertébraux. La lésion osseuse est très importante. Oui. Et il y a de la sclérose, il y a beaucoup de choses. On devine un petit peu, mais ça fait peur quand on voit sur l'IRM. C'est pas la même chose que sur la radio standard. Bon, Naya, c'est une PR avec le luxation et le panus qui est rehaussé par le produit de contraste, la compression, rien de particulier. Alors, l'utilisation de l'IRM, vous aurez peut-être l'occasion de voir des patients qui ont soit des tumeurs, soit une pathologie inflammatoire, ils viennent pour un petit déficit, des douleurs et tout ça. La moelle, la scanner, la radio standard, une CEP, justement. Donc, il faut toujours, exactement, il faut penser à faire l'IRM. Patient qui vient chez vous, vous traitez, vous faites la radio standard, ça répond pas ou ça s'aggrave, passez à l'IRM. On peut découvrir beaucoup de choses. Les astrocytomes médulaires, un épendymome, c'est des malades qui traînent des années et des années. Un déficit qui va venir avec le temps, mais on ne pense pas toujours à faire l'IRM, les malformations nerveuses, les malformations, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. La fistule durale, c'est un aspect très typique. La moelle qui est blanche et cet aspect de vaisseaux qui sont dilatés en intradural. Il y a une malformation artério-veineuse avec une ectasie des vaisseaux. Est-ce que vous connaissez la maladie de Hirayama? Non. Hirayama, donc c'est une pathologie qui survient chez des jeunes, 18 ans, 19 ans, en général l'angiline, où ça commence par des petites cervicalgies et puis un petit déficit et surtout une amyotrophie de la main. Et quand on fait l'EMG, on trouve une atteinte en général C7, C8 et D1, d'accord, des racines. Et ça correspond à la physiopathologie à une croissance inadéquate entre les vertèbres et la durmère. Enfin, voilà. Et si vous voyez la moelle cervicale, elle est normale et à un certain moment, elle devient ici atrophique, un petit peu. D'accord? Et on demande aux patients de faire des clichés en flexion. Et quand on fait la flexion, il y a un décollement, d'accord, de la durmère par rapport au canal rachidien. Et ça va comprimer et va entraîner des petites lésions vasculaires au niveau de la moelle. Et donc, il faut y penser. C'est assez récent, ça date de quelques années, je l'ai vu. Ah, que cervical, que la charnière cervico-dorsale. Dans l'aspect de la moelle en coupe axiale, et quand on fait la flexion, la moelle elle est comprimée et refoulée vers l'avant. l'IRM en flexion. كدير l'IRM en flexion. Voilà, merci beaucoup. Attention.